Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin Bretagne. On vous embarque à bord pour 52 minutes d'émission, 52 minutes de bonne humeur autour de notre invitée d'honneur, la navigatrice Anne Kéméré, qui est cette fois-ci là, non pas pour nous parler de flots, une fois n'est pas coutume, mais pour nous parler de mots. Elle vient de publier aux éditions Artaud un très beau roman, L'homme qui parle juste, l'histoire d'un prêtre breton de 25 ans qui a consacré sa vie à la communauté inuite. Au sommaire également, notre coup d'œil dans le rétro nous ramènera en 1979 ce matin à Rennes. Des femmes et des hommes manifestent pour le maintien de la loi Veil, la loi sur l'IVG. Décryptage dans quelques instants avec l'historien Erwan Le Gall. Et puis nous vous donnerons des conseils d'éco et des conseils d'aménagement d'intérieur avec notre chroniqueuse Aurélie Vérité, qui a toujours de bonnes idées, vous le savez. Aujourd'hui, c'est l'aménagement d'un séjour dans une extension avec un coin bibliothèque. Nous verrons aussi que les réseaux sociaux, parfois décriés, se mettent au vert. Un groupe Facebook invite les promeneurs à ramasser les déchets sur nos côtes. À la tête de cette communauté, un breton, Frédéric Abbas, qui est avec nous ce matin. Un peu de musique également dans cette émission avec un groupe breton totalement déjanté, les Trois Fromages, rien que son nom, vous imaginez le programme. C'est du rock et c'est de l'humour, vous verrez ça tout à l'heure. Sans oublier l'ami Billy qui sera en duplex ce matin depuis la SPA de Rennes avec des chiens et des chats à adopter. Quant à la météo, eh bien, on va tout de suite se tourner vers Catherine. Bonjour oui. Catherine. Bonjour Laurence, bonjour, et je profite de ce temps d'antenne pour passer un petit coup de gueule parce que depuis que le printemps est au pouvoir, on voit rien. On nous a promis des apéros en terrasse, des choses comme ça. Les nuages reviennent. Est-ce que ça, c'est une carte printanière? Non. Nos revendications sont simples. Une hausse des températures au niveau des normales saisonnières. Parce que là, on est entre 9 et 10. Normalement, ça devrait être entre 12. Et aussi la prime de risque pour en cas de port de veste de mi-saison. Parce que là, ça peut être très dangereux avec les températures qu'il fait. Hein. Bon, allez, donc, la voilà. manif est en route. Le combat, c'est un combat pour tout le monde, hein, Laurence. Hein. On attend le printemps. On est bien d'accord. Allez, n'oubliez pas, en tout cas, vous chez vous, vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, car l'émission est diffusée en direct. Alors, on vous attend, prenez une bonne petite tasse de café, faites comme moi, 9h50 le matin, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale, la matinale de France 3 Bretagne, votre matinale. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Aurélie, bonjour Erwan, bonjour Frédéric, bonjour Anne. Quel beau plateau ce matin. Vous allez porter plainte pour la météo ou... Bah oui. Manif en route. Moi, c'est un bon entraînement pour l'Arctique, donc je ne dis rien. Ah ben ça, c'est pas mal. Pour Anne, c'est impeccable. Bonjour Anne Kéméré, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente presque plus. Vous êtes navigatrice de l'extrême, hein, on peut le dire, je crois. Vous êtes née en 1967 à Quimper. On vous connaît donc comme aventurière, mais on vous connaît moins comme romancière. Et vous êtes là aussi ce matin pour parler de votre ouvrage L'homme qui parle juste, hein, qui vient de sortir aux éditions Artaud. On en parlera tout à l'heure. D'abord, on voulait en savoir plus sur vous. Alors, je vous propose de tirer un premier petit papier. Dites, on va voir ce qui va sortir. La rose du petit prince. La rose du petit prince. Il y en a d'autres que ça inspire, visiblement. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Mais justement, c'est le côté unique de ce qu'on va entretenir, qui est une sorte de rêve, qui a des épines, parce que justement, il faut aller gratter peut-être parfois derrière pour trouver le miracle. Alors, en l'occurrence, moi, le miracle de l'aventure, et passer outre peut-être alors aussi le côté magique. Il y a toujours ce paradoxe. Hein, on a toujours, dans un rêve, il y a toujours une petite part de cauchemar, hein, et c'est être capable aussi de faire l'équilibre peut-être entre les deux et trouver son chemin et sa rose. Quel joli message, moi je trouve ça impeccable. En début d'émission, c'est parfait. Alors je crois que vous avez le deuxième petit papier va vous parler tout de suite parce que vous avez déjà évoqué ce mot-là à l'instant. Effectivement, le rêve. Votre rêve ultime, c'est quoi ? Je pense que mon rêve ultime, je ne l'ai pas encore vécu, justement. Mon rêve ultime, c'est toujours quelque chose qui est à venir. Non pas que je sois une éternelle insatisfaite, mais je pense que c'est aussi le pouvoir et la magie de la vie. C'est de se dire que demain va être différent, que demain sera plein de rencontres, plein de magie, Et moi, j'ai ce côté extrêmement optimiste qui fait que je me laisse porter par mes rêves et de préférence ceux qui sont à naître.
Parfait. Des histoires à venir, donc. Hein. Certainement. Alors, des histoires à l'histoire avec un grand H. Il n'y a qu'un pas. C'est celui qu'on va franchir en compagnie de l'historien Erwan Le Gall. Hein, Erwan, vous allez nous présenter une archive vraiment intéressante ce matin. Dites-nous tout. Oui, on va partir sur une manifestation de défense. On est en novembre 1979. Justement, manifestation, c'est raccord avec la journée d'aujourd'hui. Manifestation, on est en novembre 1979 et on est à Rennes et il s'agit de défendre la loi Veil en faveur de l'interruption volontaire de grossesse. Eh bien, on regarde tout de suite et on en parle juste après. C'était le 6 octobre dernier. Les femmes avaient une nouvelle fois décidé de se mobiliser à l'occasion de la rediscussion de la loi sur l'avortement. À Rennes, elles ont été plusieurs centaines à répondre à l'appel et à défiler dans les rues avant de se retrouver pour une soirée organisée autour de ce thème. C'est le 17 janvier 1978, après des heures de débat houleux et passionnés, qu'était adoptée avec l'appui de l'opposition la loi Veil. Votée pour 5 ans, elle prévoyait que toute femme qui s'estime en état de détresse a le droit d'interrompre sa grossesse à condition que celle-ci ne dépasse pas 10 semaines et que l'intervention ait lieu dans un centre hospitalier public ou privé agréé. Dans quelques jours maintenant, les députés auront à se prononcer sur la reconduction ou non de la loi telle qu'elle a été votée en 1975 ou amendée comme le souhaitent les partis de gauche. Elle deviendra alors définitive. Mais 5 ans d'expérience ont montré que son application était toute relative, notamment en Bretagne, et qu'il restait de gros points noirs. Alors, cette loi Veil est un tournant dans l'histoire des femmes, Erwan. Oui, effectivement, en tournant assurément, c'en est fini avec la loi Veil des avions vers la Grande-Bretagne ou des cars vers les Pays-Bas où les femmes allaient se faire avorter. Entre le 1er mai et le 6 novembre 1974, on estime à 85 le nombre de Bretonnes qui se sont fait ainsi avorter. Donc on est quand même sur un phénomène relativement important et il faut le dire et le répéter, ce n'est pas un acte anodin, c'en est fini des avortements clandestins et je pense notamment à cette peintre rennaise Clotilde Vautier, décédée le 10 mars 1968, donc il y a quasiment 50 ans, d'une hémorragie à la suite d'une de ces opérations. Simone Veil, femme extraordinaire, qui va entrer prochainement au Panthéon, c'est bien ça? Le 1er juillet prochain, femme de plusieurs vies, déportée par mesure de persécution pendant la Seconde Guerre mondiale et donc témoin infatigable de la Shoah, même présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, première femme à présider le Parlement européen et en ce qui nous concerne aujourd'hui, ministre de la Santé, donc qui a promulgué, qui a fait voter cette loi qui porte aujourd'hui son nom et qui est rentrée dans l'inconscient collectif. Alors pourquoi les Rennaises et les Rennais sont-ils descendus dans la rue en novembre 1979 pour défendre la loi Veil? On est sur un texte exceptionnel et qui dit texte exceptionnel dit dispositif exceptionnel. Elle va être votée pour 5 ans à titre expérimental, donc votée en 1974, promulguée en 1975 et donc à la fin de l'année 1979, eh bien, on remet les cartes à plat, si je puis dire, et donc le débat revient sur la table. Est-ce que la loi doit être promulguée, amendée, tout simplement supprimée? Et donc c'est pour ça qu'il y a cette manifestation, l'archive qu'on vient de voir en novembre 1979, avec des femmes, mais aussi des hommes qui manifestent en faveur de ce droit. Et c'est une archive qui est, je pense, assez évocatrice, ce qui nous rappelle tout simplement qu'un droit, il n'est jamais acquis. Il faut toujours se battre, continuer à se battre pour avoir ce droit. Et en ce qui concerne ce sujet particulier de l'IVG, eh bien, il y a certaines résonances dans l'actualité internationale actuelle qui font que c'est une archive d'actualité. Effectivement. Est-ce que ça laisse entendre que le bilan de la loi Veil n'est pas nécessairement excellent en Bretagne à cette époque-là? Alors, il est contrasté, effectivement, c'est ce que dit l'archive. Il y a un certain nombre de médecins qui vont faire jouer une clause de conscience qui va leur permettre de refuser de pratiquer ces opérations. En 1979, au moment de l'archive, il n'y a par exemple
pas de centre d'IVG à Vitré, quand même pas une ville anodine, hein, une ville relativement importante. Et ça renvoie sur un point qui est important lorsqu'on écrit l'histoire des femmes, mais l'histoire de manière générale au niveau national. Les archives qu'on utilise, bien souvent, elles sont parisiennes, il ne faut pas se voiler la face. Or, ce qui est important en histoire, c'est la variation des échelles. Et j'en profite pour vous montrer cet excellent livre de Patricia Goda et Lydie Poré, qui s'appelle « Les femmes s'en vont en lutte », comme dans l'archive qu'on a entendue, et qui explore justement la question du droit des femmes sur Rennes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir une chronologie décalée par rapport à ce qu'on entend. Non, 74, c'est pas la fin du combat, ça continue. Et le combat ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. Hein. J'ai 2 femmes sur le plateau. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce combat justement pour la loi Veil ? Je crois que, j'étais jeune à l'époque et donc pas encore consciente de ce qui se passait, mais je pense qu'à travers le regard de ces femmes, moi je pense évidemment à ma grand-mère, qui a aussi beaucoup œuvré dans d'autres domaines, mais l'importance de porter la voix, de ces femmes, justement. Et alors peut-être cette résonance en Bretagne aussi, on se rend compte du poids peut-être de la parole des femmes et de l'influence qu'elles ont pu avoir. On se souvient des grandes grèves, par exemple, qu'il y a eu à Douarnenez dans les années 20, et on se rend compte qu'il y avait quand même une place de la femme qui était quand même importante, et donc oui, le combat, mais ça ma grand-mère me l'a toujours dit, le combat a démarré un jour, mais il ne se finira jamais, il faut rester en veille en permanence, et à nous peut-être aussi, moi qui ai une fille, de lui inculquer cette notion et de lui dire attention, ça n'est pas acquis, il faut que tu sois très vigilante. Rien n'est jamais acquis, Aurélie. Oui, exactement, c'est ça aussi. Rien n'est jamais acquis. On voit l'actualité dans le monde et ce type de loi peut être remis en question. Donc c'est important de se souvenir de ces femmes qui se sont battues pour ce droit et pour qu'il dure, en tout cas pour nous en France. Merci à tous. On va maintenant évoquer un sujet beaucoup plus léger, mais d'autres qui se battent aussi pour les droits, mais des animaux cette fois-ci. C'est la SPA. On va tout de suite rejoindre notre ami Billy qui se trouve à la SPA de Rennes. Bonjour Billy. Oui, eh bien bonjour Laurence. Donc nous sommes aujourd'hui au refuge de la SPA de Rennes, donc route de Lorient. Et nous avons donc Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour proposer des petits loulous à l'adoption. Alors nous avons aujourd'hui cette demoiselle qui s'appelle... Kaline. Bonjour Kaline, tu vas bien? Bonjour mademoiselle. Alors Kaline, elle recherche une maison, un appartement? Oh, peu importe. Ce qu'elle recherche surtout, c'est un petit panier retraite ou finir ses jours tranquillement. C'est une petite chienne qui a 10 ans, donc qui a encore pleine d'énergie, qui a encore de belles années devant elle. Mais voilà, qui peut s'adapter en maison comme en appartement, à partir du moment où elle a ses petites sorties régulières. Ok, donc Kaline, elle cherche un petit coin de fauteuil devant les programmes de France Télévisions pour passer les petites après-midi tranquilles, la petite sortie du soir pour dégourdir les jambes et de Kaline et du propriétaire. Parce qu'elle est encore dynamique quand même. Elle a encore du tonus, ouais. Donc là, elle est bien tranquillement, donc dans les bras, elle gère super. Oui, elle aime Alors, bien. si je veux adopter un chien, aujourd'hui, je fais comment? Alors, donc, il faut se déplacer bien sûr au refuge. Ça, c'est important pour nous de rencontrer les adoptants. Et on demande une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une participation de 250 €. À savoir, par exemple, que Kaline, comme elle a un certain âge, elle est en adoption SOS. Et du coup, on demande une participation libre pour l'aider justement à être adoptée plus facilement. D'accord, donc participation SOS, c'est-à-dire que je donne le montant que je veux, mon chien est vacciné, il est stérilisé. Oui. Et identifié. Tout à fait. Ok. Donc, eh bien, écoutez, Laurence, nous avons la petite Kaline qui est ici aujourd'hui au refuge de la SPA. Vous pouvez venir dès cet après-midi la récupérer pour lui faire plein de petits câlins. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une autre petite chienne ou un autre petit chien, on verra tout à l'heure, à l'adoption. À tout à l'heure, Laurence. Merci beaucoup, Billy. Anne, vous étiez... Ah oui, non, mais je me suis impliquée à la SPA donc, de mon coin, du côté de Quimper. Et je trouve ça d'abord génial que les médias relayent ce genre d'association qui est absolument fabuleuse, parce que ça montre une image, je pense, des animaux qu'on y trouve. On a encore dans l'idée qu'ils sont tous moches, ils sont tous vieux, ils sont tous mauvais. C'est pas vrai. J'en ai adopté 2 à la SPA et ils sont absolument fabuleux. Mon voisin me dit qu'il en a adopté un également. Aussi, Frédéric, pareil? C'est pareil, j'ai adopté un chien il y a presque tout pile un an à la SPA, un croisé Terre-Neuve. Les gens m'arrêtent pour me dire d'où il vient, tellement c'est un très beau chien.
Nos chiens sont toujours les plus beaux. De toute façon, c'est un peu comme nos enfants. C'est ça, on les achète. Mais vraiment, moi, j'encourage les gens à adopter parce que d'abord, c'est un geste. Ils existent, ils sont là, ils nous attendent. Et on a des histoires qui sont fabuleuses parce qu'il y a comme une espèce de reconnaissance. Les chiens qui ont vécu à la SPA derrière des barreaux, qu'on vient récupérer et qu'on rend libre, je pense qu'il y aura une histoire qui sera indélébile et qui a un lien absolument fabuleux. Un lien particulier, je pense aussi. Hein. C'est votre avis également, Erwan et Aurélie. Vous avez déjà adopté un chien ou un chat à la SPA? Non, mais moi je suis de la team chat. Moi. La team chat. Il y en a aussi à la SPA. Mais bien sûr, vous verrez tout à l'heure. Aurélie, non? Si, mais plutôt des gros chiens. Moi j'aime bien les gros chiens. Puis là, dans une maison de ville, c'est pas possible, mais ça donne très envie. Ouais. Eh bien, on espère que Kaline va trouver un maître ou une maîtresse d'ici cet après-midi. Voilà, on va maintenant avec vous, Aurélie, parler d'aménagement d'intérieur. Ce matin, vous allez nous présenter un projet de séjour dans une extension de maison. Oui, tout à fait. Ce matin, on va partir dans une maison, un couple qui a fait une belle extension. Ils y ont mis leur séjour. On va voir les photos, on va se plonger tout de suite dans leur contexte, qui est sur 2 niveaux. Et puis, ils cherchaient des idées pour aménager. Ils ont une télé, on voit sur un meuble qu'ils ont posé comme ça. C'est un peu en stand-by suite à l'extension. On a besoin de voir les volumes pour commencer à aménager. Et puis là, ils veulent un vrai meuble télé. Ils se demandent comment ils vont l'encadrer parce qu'ils ont des grandes baies vitrées. C'est magnifique sur un grand jardin et ils aimeraient pouvoir en profiter. On va voir d'autres photos parce que donc il y a un poêle, donc faut réussir à le mettre en valeur. Et puis derrière, sur la prochaine photo, on va voir il y a un niveau plus bas. Voilà, par là, ils souhaiteraient aménager tout un coin bibliothèque où on peut être au calme et puis ouvert sur le jardin. Alors, dans quelle ambiance déco vous avez imaginé cet espace? Dites-nous tout. Et là, on est parti sur un esprit chic, bohème, où l'idée, on va voir un peu la planche, voilà, c'est de partir sur des couleurs rouge, rouille, d'associer le bois, le métal, du gris, du blanc, pour essayer de correspondre un peu à l'univers qu'ils recherchent, où il y a déjà pas mal de métal avec l'ouverture. D'accord. Alors, au niveau de l'aménagement des espaces, là, à proprement parler. Et du coup, là, l'aménagement, on est sur un espace très ouvert. Donc, on est parti sur de l'aménagement, en fait, sur mesure pour pouvoir répondre fonctionnellement à leurs attentes. Ici, on voit, par exemple, on a travaillé sur un mur, une télé intégrée dans le meuble, une télé escamotable. Pour que c'est étonnant, ça. Ouais, voilà. Ça puisse rester rangé quand parce qu'elle n'est pas toujours allumée, la télé. On a envie de profiter de son séjour. Vous n'êtes pas toujours sur France 3 Bretagne. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Surtout le matin, elle allumait vraiment le matin, 9h50. Et puis là, ils voulaient un espace justement pour pouvoir s'asseoir, travailler, prendre le café dans le jardin. Et on a travaillé sur des lignes horizontales côté bibliothèque avec beaucoup d'étagères pour pouvoir mettre tous les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres à ranger, une fan de lecture. Alors ça a donné quoi? Parce que nous, on veut voir maintenant. Voilà, vous allez voir du coup les prochaines vues d'ensemble de la pièce, qui est assez sympa. Et puis, alors, on va voir les prochaines photos, voilà, avec la vue d'ensemble, une pièce très ouverte, donc on voit les lignes horizontales. Et puis aujourd'hui, je vous ai ramené encore un casque, je ne sais pas si vous voulez tester, on en Alors, parlait. on va voir le projet. Voilà, dans le casque. En réalité 3D. Voilà. En fait, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut générer la visualisation en 3D. On envoie un lien, on met le téléphone dans le casque, hop, et là, du coup, on peut se projeter et voir vraiment ce que ça donne. Allez, même Erwan, si on a des lunettes, on arrive à voir. Vous y croyez? Non, mais en fait, le principe est très ancien. L'image sur le téléphone portable est décalée en deux avec un petit décalage. C'est la stéréoscopie. Ah oui, exact. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, ça marche par petites plaques de verre qu'on met dans une visionneuse et c'est exactement la même technologie en fait. Le casque change, ça bouge, mais le principe est le même. Vous nous emmenez l'archive la prochaine fois sur la stéréoscopie? Je veux bien, je suis preneuse. On a quand même l'impression de s'inviter chez les uns. Sans qu'il nous ait proposé le petit déjeuner. C'est un peu ça, mais bon. Mais c'est assez génial, C'est rigolo.
Voilà. Bon, alors on peut imaginer quel ordre de budget pour ce type de projet? Là, du coup, sur l'aménagement sur mesure avec les matériaux, merci. Et puis l'installation par des professionnels, puisque ça, c'est fait par des professionnels et c'est des meubles qui sont construits dans des usines spécifiquement pour le client. On est sur un budget à peu près de 6 000 euros TTC, meubles installés, posés chez le client. Voilà, pour donner un ordre d'idée, moi je trouve que c'est bien d'avoir un ordre d'idée parce qu'on ne sait jamais combien ça va coûter. Donc ça peut peut-être donner des repères aux personnes pour travailler sur leur projet. Merci beaucoup Aurélie. Puis merci on vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours. Et merci, c'est gentil. Anne Kéméré, vous êtes une passionnée de terre du Nord, on va dire ça comme ça. Hein. La première fois que vous avez posé le pied sur le sol gelé de l'Arctique, vous ne saviez pas ce que vous alliez trouver. Et puis finalement, c'est l'Arctique qui vous a trouvé. On va presque dire ça comme ça. Oui, certainement. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de découvrir le Groenland en 2010. J'étais partie sur une expédition qui s'appelait la Grande Dérive et dont l'objectif était de se laisser dériver, on était 4, sur une plaque de banquise pour voir un petit peu comment mouraient les icebergs. Et pour moi, ça a été vraiment un moment absolument fabuleux parce que c'est un monde que je ne connaissais pas. J'ai grandi plutôt les pieds dans l'eau et peu à la montagne. Donc même l'univers enneigé m'était pas très familier. Et lorsque j'ai quitté le Groenland, je savais que j'allais y revenir. Alors, Groenland, Arctique, je ne savais pas exactement où, mais j'avais vraiment très, très envie de passer du temps en Arctique. Et j'avais eu cette frustration au Groenland de ne pas pouvoir communiquer avec les gens qui ne parlaient que l'Inuktitut ou le danois. Et je Deux langues couramment parlées, bien entendu. En Bretagne. En Bretagne. Voilà. Et lorsque j'ai monté ce projet de repartir en Arctique, j'ai imaginé le passage du Nord-Ouest parce que je l'avais lu, parce qu'effectivement, on est dans cette magie de ce que les explorateurs ont pu faire avant nous. Et entre autres, Amundsen, donc, qui est le premier à avoir franchi entre 1903 et 1906 cette espèce de mythique passage du Nord-Ouest qui est encore aujourd'hui légendaire, je pense. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, après tout? Justement, vous y êtes allé en juin 2014, vous débarquez à Tuktoyaktuk, c'est ça? Tout à fait. Alors voilà, et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Oui. Le début d'une longue histoire. Exactement. Qui vous amène à un livre. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors, en résumé, parce que l'histoire est très longue, mais je vais essayer de faire bref. 2014, donc, je cheminais avec l'idée de partir en kayak, en solitaire, à travers le passage du Nord-Ouest. Et en chemin, donc, j'étais sur le fleuve Mackenzie, j'avais quitté Inuvik. J'allais rentrer en mer de Beaufort. Je croise 2 Inuits en bateau qui me demandent si j'avais de quoi me protéger contre les ours. Je n'avais rien. Ils me confient un poignard en me disant « Écoute, lorsque tu arriveras, tu feras escale à Tuktoyaktuk, tu viendras nous le rendre. » Les villages sont petits, tout le monde se connaît. On est un peu comme dans nos petits villages bretons. Et donc, je m'arrête dans ce village de Tuktoyaktuk. Je vais restituer le poignard. Et la météo change à ce moment-là et ne me permet plus de continuer à cheminer. Donc, je fais une longue escale. Je me promène dans le village. Et j'aperçois une goélette sur un terre-plein, debout. J'en fais le tour. Quand on est navigateur, ça nous intéresse toujours. Et au pied de cette goélette, une tombe avec donc entourée de des petites barrières blanches. Et sur la stèle était écrit Father Robert Lemeur, 1920-1985. Là, ça vous intrigue, vous vous dites un nom comme ça sonne un peu breton quand même. Ça m'a parlé tout de suite, je me suis dit, ça c'est un gars de chez nous. Ouais. Et Father, donc je me doutais que c'était un père, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il était enterré ici? Parce que j'avais connaissance de beaucoup de missionnaires partis, mais qui sont rentrés ensuite à l'âge de la retraite. Et pourquoi lui était resté? Et donc j'ai enquêté. Je suis rentrée en Bretagne et grâce aux médias et aux journaux, en tout cas locaux, j'ai pu retrouver la trace des neveux du père Lemeur. Alors, ça vous a emmené à Saint-Jean-du-Doigt, dans le magnifique pays de Morlaix, près de Plougasnou. Et là, vous avez retrouvé ces neveux incroyables. Oui, qui ont tout de suite... Alors, c'est eux qui m'ont contacté pour la première fois et en me disant la personne dont vous parlez, c'est notre oncle. Et très vite, on a été en relation, on a échangé d'abord par mail, et puis ensuite, on s'est rencontrés.
Et eux avaient dans leur grenier des cartons de lettres que Robert écrivait à sa famille, puisqu'il avait ses sœurs et puis son père encore vivant au tout début, puisqu'il est parti en 1946 pour l'Arctique. Et puis des photos, énormément de photos. Alors des photos incroyables d'ailleurs, parce qu'ils vous ont raconté qu'il était venu en 1973 à Saint-Jean-du-Doigt dans le Finistère et qu'il avait amené avec lui 2 jeunes Inuits. Oui, Sami et Naodia. On les voit d'ailleurs là, on les voit sur la magnifique photo d'ailleurs. Et alors l'histoire en fait a été aussi assez magique. Robert Lemeur a rencontré Christian Brincourt, qui était un réalisateur en 1972, qui était en Arctique, qui cherchait à raconter l'épopée du Klondike, qui s'est retrouvé sans matériel et sans personnage. Et puis le hasard des rencontres a fait qu'il a rencontré le père Lemeur. Il l'a filmé, il en a fait un très beau documentaire que j'ai trouvé donc dans les archives de l'INA. Et il a demandé au père Lemeur en partant, qu'est-ce que serait ton plus beau souhait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et Robert a répondu, j'adorerais pouvoir venir dire une messe à Saint-Jean-du-Doigt. Et donc l'ORTF à l'époque s'est arrangé pour offrir le voyage non seulement à Robert, mais a dit à Robert, écoute, on peut t'offrir le voyage pour 2 autres personnes. Et c'est là où Robert s'est dit, je vais emmener ces 2 jeunes, alors ils étaient frères et sœurs, Sami et Naodia, je vais les emmener en France. Ils ont fait un tour de France, mais qui est absolument fantastique parce qu'ils ont rencontré Gilbert Bécaud, Brigitte Bardot, et puis d'autres artistes. Incroyable. Et alors on les voyait avec des petits lionceaux, ils ont été à Thoiry, enfin, ils ont vraiment fait le Versailles évidemment. Et puis ils sont arrivés en Bretagne, ils ont été dans une école, ils ont rencontré les écoliers bretons. Enfin, ça a été un moment assez fascinant et je crois que l'idée de Robert Lemeur était vraiment de montrer le monde, que ces jeunes prennent leur destin en main, reviennent chez eux, racontent, témoignent. Et de missionnaire, je pense qu'il a été avant tout un humaniste qui a réalisé que si les Inuits voulaient prendre leur destin en main, il fallait qu'ils aient la connaissance et qu'ils puissent avoir l'éducation nécessaire à accéder à des postes auxquels il ne pouvait pas accéder à l'époque. Est-ce que c'est parce qu'il était breton et qu'il avait vu justement l'acculturation, l'interdiction de parler le breton, qu'il a finalement pris ce combat moi je me dis, il est né en 1920, il est parti, il avait 25 ans, il est parti avec ce bagage et évidemment que ça l'avait marqué. Je pense qu'il a vu, en arrivant en Arctique, un phénomène qui lui a parlé, bien sûr. Il a vu cette acculturation qui se mettait tranquillement en route et il a dû sentir les warnings subitement se réveiller et il a voulu œuvrer avec cette conscience pleine qu'il avait de ce que le peuple breton avait vécu. Et alors, c'était peut-être pas conscient, mais quand on voit ce qu'il a fait, bon, il a reçu l'Ordre du Canada, qui est quand même l'équivalent, mais je dirais même supérieur à la Légion d'honneur, parce que c'est vraiment quelque chose que rarement les Canadiens remettent à un étranger. Et donc, il a été vraiment reconnu pour le travail auprès des communautés inuites, et plus particulièrement la communauté inuvialuit de Tuktoyaktuk et de la région du Mackenzie. Alors ça donne aujourd'hui un magnifique roman que vous avez publié aux éditions Artaud qui vient de sortir. Vous avez romancé quand même un petit peu l'histoire parce que c'est un taiseux, voilà. Robert Lemeur. Robert Lemeur n'était pas... Alors, il a laissé bien sûr des écrits qui s'appellent Mémoires de l'Arctique, mais lui vivait au quotidien l'Arctique, donc je pense que ça lui était devenu tellement évident qu'il n'avait pas besoin de le décrire à ce point-là. Et je me suis rendu compte que si vraiment je voulais faire découvrir au grand public l'Arctique à travers cette évolution, parce qu'il le raconte vraiment sur des années, j'ai pris d'abord le parti pris de le raconter sur la première année, parce que je voulais vraiment montrer cet homme qui, un peu comme Into the Wild, ou ce livre moi, qui m'a fasciné de Pete Fromm, qui s'appelle Indian Creek, où on voit un jeune homme citadin qui débarque dans un monde qu'il ne connaît pas et qui va petit à petit se forger le caractère, le tempérament. Et c'est pour ça que j'ai pris ce parti pris d'une année, en me disant, si le public aime, peut-être qu'il y aura la suite et je raconterai les 40 autres années. Vous faites bien le teaser. Voilà. Mais c'est vrai que le regard pour moi de Robert était important et ce qui m'a, je crois, aujourd'hui le plus rassuré et le plus ému, c'est lorsque Jean-Yves Deuf et Hervé Boder, qui sont 2 des neveux du père Lemeur, m'ont dit, on a retrouvé tonton Robert à travers tes lignes. Pour moi, c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que j'ai eu très peur de ne pas respecter la mémoire de cet homme.
Merci beaucoup Anne Kéméré. Alors celui qui est à côté de vous a en commun avec vous la passion de la mer, hein, évidemment. Même si Frédéric, vous vous définissez plutôt comme un homme du littoral plutôt que du grand large. C'est ça, tout à fait. Moi je vais plutôt avoir les pieds sur terre et la tête en mer. D'accord. Avec la pratique du surf, on ne s'éloigne pas trop du bord, 200-300 mètres maximum, parfois un petit peu plus, mais c'est vraiment exceptionnel. Et malgré tout, l'horizon, on l'a toujours en ligne de mire, et c'est vrai que ça nous a toujours fait rêver, les navigateurs, même quand on pratique le surf. Et cet appel de la mer, on l'a toujours un petit peu au fond de soi. Alors, l'appel de la mer, vous l'avez concrétisé de manière assez merveilleuse. Vous vous êtes engagé pour sa préservation et vous êtes à la tête d'une communauté Facebook, Une balade, un déchet. Alors, expliquez-nous quelle est l'idée de cette association, on va dire. Alors, l'idée, en fait, c'est que par mes pratiques sportives, je suis souvent sur les plages et j'ai été souvent face à ces échouages de déchets plastiques sur toutes nos plages et sur de plus en plus de plages, que ce soit même au fin fond du golfe du Morbihan lors de randonnées, sur des plages du Finistère Nord où on pense être presque déjà un peu loin de la civilisation, peut-être pas comme au Groenland, mais enfin, moi j'adore cette région pour ce côté sauvage, et de le voir souillé par ces déchets, ça m'a toujours fait énormément de peine. Et parallèlement à ça, il y avait toujours eu des gens anonymes qui ramassaient des déchets sur toutes les plages. Sur toutes les plages, au bord des poubelles, on voit toujours ces petits tas de déchets ramassés par des gens qu'on n'a pas vu faire, qui sont totalement inconnus. Et je voulais trouver un moyen pour mettre en avant en fait, cette démarche citoyenne qui est essentielle et qui permettait, selon moi, de sensibiliser à cette problématique qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui, puisque moi, ça va faire un peu plus de 25 ans que je surfe. Et les déchets plastiques, ce n'était pas le même problème. On avait les boulettes de mazout régulièrement qui salissaient nos planches et nos combinaisons. Mais à part ce petit désagrément et une fois ou deux des détonateurs et des crayons feutres qui étaient des échouages accidentels, on n'avait pas ce flux continu et permanent qu'on a aujourd'hui et qui est extrêmement inquiétant. Bon, alors, le magazine de France 3 Littoral, vous avez consacré un reportage, c'était en 2014, on va vous retrouver sur le terrain, ça s'appelle « Pilleurs de déchets ». Parfait. En phase avec son temps, Une balade, un déchet joue de la mode du selfie, qui consiste à prendre une photo de soi pour la poster sur son réseau social. Depuis 2010, la petite communauté augmente tranquillement. Pas de recherche du buzz, mais un message qui se propage. Le principe du groupe Facebook, c'est d'avoir un maximum d'adhérents avec un fil d'actualité dans lequel on poste des informations avec par exemple le fameux emballage Raider trouvé sur la plage, donc bien que Raider a disparu depuis 91 et qu'on retrouve aujourd'hui en 2014 encore dans nos dunes. Montre un petit peu la durabilité du problème et inquiète dans le sens où on sait que ces déchets peuvent durer jusqu'à 1000 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de créer un problème qui va se répercuter pendant des centaines d'années. En fait, l'invasion, elle est absolue. On n'a pas un endroit, il n'y a pas un endroit d'épargné. Combat sans fin, si on est pessimiste, on ne fait rien. Donc il y a un moment, il faut s'y coller, il faut y aller. Et effectivement, c'est un travail titanesque. Et on en a pour des années. Et ce n'est pas le fait de ramasser peut-être des déchets directement qui va régler le problème, mais ça le rend visible, ça en fait parler. Du coup, dans nos choix personnels, on peut aussi chercher à éviter d'avoir trop d'emballage, trop de plastique. D'attaquer de toutes parts. Une merveilleuse idée, on le voit. Combien de membres compte aujourd'hui la communauté Une balade, un déchet? On a plus de 3000 membres actuellement. Donc, en plus, l'intérêt de ce groupe, c'est que ce soit participatif et non pas descendant avec quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire. C'est vraiment l'action de tout un chacun qui est mise en avant. Ouais. Alors, les déchets ramassés sont de quel type, hein? Vous l'avez évoqué, c'est quoi? C'est des bouteilles, c'est des... Alors, globalement, on va dire qu'il y a moitié-moitié de déchets qui viennent on voit des bouteilles et de nos activités de loisirs, consommation en sens large, et des activités de pêche également qui, voilà, il y a des filets dérivants qui causent beaucoup de dégâts sur la faune. Et
les deux types de déchets en fait sont essentiellement retrouvés sur les plages. L'idée en publiant des photos, c'est quoi? Justement, c'est le choc des photos, pour reprendre un slogan bien connu? C'est ça, ouais. En fait, le déchet, il gâche la photo quelque part. Et ouais, un peu. Oui. C'est un peu l'objectif. C'est contrairement à, on n'est pas là pour se mettre en avant ou de se prendre en photo avec un selfie comme on va faire sur la photo type du réseau social. On va prendre une photo de paysage, mais gâchée par un déchet, mais que par notre action finalement on a enlevé. Donc on pourrait refaire la photo juste après. Le paysage est un peu plus beau. Et d'ailleurs, alors votre initiative, elle fait des émules, hein, parce qu'il y a des projets similaires qui se sont mis en place, je crois, ailleurs. Ah bah, disons qu'il y a, je pense, c'est un problème d'actualité. C'est peut-être même par génération spontanée. Les gens ont à peu près le même type d'idées actuellement. On voit plus lié au surf. Moi, j'avais voulu ouvrir justement pour pas spécifiquement toucher que les surfeurs, parce qu'on est nombreux à être usagers du bord de mer, mais même de la montagne. Et le problème, en fait, il faut le prendre à la source. Mais il y a également les coureurs à pied qui ramassent des déchets. C'est vraiment une activité de plus en plus répandue. Bravo pour cette belle initiative. Anne Kémérier, vous pourriez faire partie de la communauté de Frédéric Abasque? J'en fais d'une certaine... Enfin, même si en fait, vous en faites partie. J'en fais partie de fait, comme vous disiez. C'est pas parce qu'on adhère à un projet. Dans le Cap Sizun, par exemple, où moi, c'est mon petit paradis, régulièrement, il y a des réunions. Enfin, on se retrouve. Alors, il y a un côté convivial en plus. Et pendant une journée, on va ramasser les déchets. Mais c'est vrai que de ce moment ponctuel, il faut imaginer qu'il faut en faire ensuite quelque chose qui devient une évidence quand on va se balader. Après, il faut aussi que derrière, les communes pensent à installer des containers, parce que quand on se retrouve après sa balade les bras chargés, c'est bien de pouvoir éviter peut-être de les déposer dans notre véhicule. Il faut pouvoir les mettre quelque part. Donc là, peut-être que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose, s'il vous plaît. Ouais. L'appel est lancé. Merci beaucoup Erwan, Aurélie, Frédéric. Merci infiniment à tous. C'est l'heure de vous parler de la suite. On va tout de suite évoquer. Alors d'ailleurs, Pilleurs de déchets sera diffusé ce week-end dans Littoral à 12h55, ce dimanche sur France 3 Bretagne. Alors, ma chère Catherine, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission? J'ai retenu, ça y est, j'ai demandé à participer au groupe. Et si vous demandez aussi à participer au groupe Facebook, vous pourrez voir une photo des coulisses de l'émission, d'ailleurs, du maquillage. Donc bravo et merci, ça y est. Ça en fait partie. Parfait, écoutez, impeccable. Nous retrouverons quant à nous le groupe Les Trois Fromages dans quelques instants. Vous connaissez ce groupe breton? J'avais commandé une pepperoni, mais c'est pas grave, on va la prendre quand même. Bon, on la prendra quand même, allez. Je vous propose maintenant qu'on aille retrouver l'ami Billy à la SPA de Rennes. C'est parti. Bonjour Billy. Alors Laurence, donc nous sommes de retour maintenant à l'intérieur où donc au refuge de la SPA, et bien effectivement on a toujours des chiens à proposer à l'adoption, mais aussi des petits chats. Alors aujourd'hui, donc nous avons ce petit chat qui s'appelle Coquin. Coquin. Bonjour jeune homme. Donc Coquin, plein de câlins. Plein de câlins. Il a 7 ans. C'est un chat très posé, qui peut tout à fait vivre en maison comme un appartement. Idéal pour des gros câlins. C'est un chat très très câlin. Le problème, c'est que Coquin, il louche un tout petit peu. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Donc notre petit ami Coquin, donc il recherche une maison en appartement. Une famille, pardon, en appartement ou bien en maison, c'est ça? Oui, peu importe. Peu importe, il peut aller dehors, à l'extérieur, etc. C'est un chat très posé qui pourra s'adapter aussi en appartement. Ok. Donc Laurence, regardez donc ce petit loulou aux yeux bleus. Elle est disponible donc à l'adoption cet après-midi. Je crois que là, on va peut-être le laisser se reposer. Je crois qu'il en a marre. Parce que là, la caméra, c'est pas son truc non plus, lui, tu vois. Donc là, je crois qu'il a juste envie de retourner manger ses croquettes avant qu'il vienne peut-être me dire que écoute, je l'embête tout simplement, parce que moi ce que je veux c'est juste de la tranquillité. Donc comme tous les petits chats, écoutez, un petit coin de canapé tranquillou. Je trouve quand même patient. C'est vrai, il est patient ce petit câlin. Câlin, Coquin, Coquin, câlin. Allez, à tout à l'heure Laurence, et on vous proposera un autre petit chat à l'adoption. À tout à l'heure. Merci Billy, encore un bel animal de compagnie à adopter. Allez, on poursuit cette émission en musique avec un groupe breton qui va vous surprendre si vous ne le connaissez pas. Il s'agit des Trois Fromages. Bonjour, tous les trois. Oh, vous êtes là avec un bonjour plein de pêche. Je vois ça. Alors bonjour Eric, bonjour Willy, bonjour Thibaut. Quelques mots d'abord. Le groupe est né en 2006 à Quiberon, c'est ça? À Quiberon, expliquez-nous un petit peu. Californie de la Bretagne. Californie de la Bretagne. C'est le microclimat, tout ça là-bas, vous connaissez de toute façon. Bien sûr. Je connais Portivy, mais... Portivy, il y a deux côtés, il y a Quiberon, Portivy et... Nous, on est de Saint-Pierre-Quiberon. Voilà. Ok, vous êtes entre les deux. C'est ça. C'est bien. Donc voilà, né à Quiberon, les Trois Fromages, et maintenant rennais depuis 5 ans, 6 ans. Bon, alors votre style, c'est le rock'n'roll. Est-ce que vous pouvez nous traduire? Ça signifie quoi, finalement? C'est un mélange de rock et d'humour. Ouais. Assez simplement.
On est inspiré, on s'inspire de groupes, beaucoup de la scène californienne, la scène pop-punk, rock californien, alors les Offspring, les Green Day, des groupes comme ça. Pour le côté rock, pour le côté humour, on va s'inspirer un peu de la scène française, les Fatal Picard, les Elmer Footbeat, les Vents Passent, voilà, les gens qu'on aime bien. Les humoristes aussi. Et puis les humoristes, un peu, Cadéo, les Inconnus. on aime s'inspirer des groupes d'humoristes. C'est un gros mélange, quoi. Voilà. Alors, des paroles décalées, de l'humour, tout ça, c'est votre marque de fabrique. Est-ce que c'est le cas dans votre 4e album, Maman, j'ai raté l'album? C'est rigolo, comme titre. Complètement. C'est encore plus le cas qu'avant, peut-être? C'est la suite. C'est toujours, c'est la suite. C'est une saison 2, on va dire. C'est la saison 2. Voilà, c'est ça. Toujours pareil. Et c'est toujours du second degré. Beaucoup. Alors, dans le titre, quand même, Beauf de France, vous êtes un peu vache, hein, franchement. Juste le titre ou la chanson pas que le titre. Dans le texte, sans toi, il n'y aurait plus personne au concert de Sardou. Grâce à toi, mettre des chaussettes avec des tongs n'est plus tabou. Quand même. Ça y va. C'est pour aller dans le cliché. C'est poétique, exactement. Voilà, très bien. Ah bah voilà. Je savais pas comment s'en sortir. C'est clair. Ah ça. Vous n'épargnez personne, hein, les cougars, tout le monde y passe, la télé-réalité. Ouais. Bon. Et les filles qui rament. Et les filles qui rament, peut-être. Non, pas encore. C'est le 5e album. Voilà. Saison 3. Avec les saisons 3. Alors, vous caricaturez également les babos dans le titre Babos à la playa. Qui sont ces babos? C'est la nouvelle génération de hipsters. De hipsters, voilà, c'est les barbus avec des petites lunettes, des slims serrés, des chaussures pointues. Oh là. C'est complètement lui en fait. Merci. Quittez le plateau. Il y en a un qui va sortir. Voilà, on a été beaucoup inspiré par Thibaut sur ce morceau. Ce petit coup dur là. Je vais pas vous mentir, c'est coup dur pour Thibaut. Bon, allez, d'accord. Alors, on va regarder justement un extrait musical de Babos à la playa, et puis on se retrouve juste après, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de voir quand même. Voilà. 16h30 du matin, bien trop tôt pour se laver. Au pire je le ferai demain. Oh non, mon sarouel n'est pas repassé. Mon pote Riquet me l'a ramené d'un festival à Buenos Aires, soi-disant chanvre recyclé, l'étiquette dit polyester. Mais moi depuis mon jacuzzi privé, j'observe avec tristesse les abus de la société. Je rêve d'ailleurs, mais c'est dur de choisir. Pourquoi manifester le chômage, le prix du tabac roulé? Je t'emmènerai voir la mer, même si elle est polluée. On dormira sur la plage, on nettoiera les rochers. Vamos a la playa, yo no soy marinero. Déclaration d'Anne Caméré, je vais vous emmener en Arctique. Eh, c'est pas beau ça? Allez. Il y a un côté engagé quand même pour l'environnement dans votre titre là. Oui, un petit peu. Et puis dans les images. Et puis dans les images. La bouteille en plastique qu'on jette à la mer, moi je trouve que quand même symboliquement c'est fabuleux. C'est exactement ça. Qu'on a récupéré, bien attention. Attention, Oui. Comme les McDo qu'on a enterrés, on les a achetés plus tard. Bon, ça va. Aucun animal n'a été maltraité pendant cette séquence, c'est ça? Non, surtout pas. Tout va bien. Bon, alors je rappelle le titre de votre 4e album, Maman, j'ai raté l'album. Vous êtes aussi en tournée. Vous êtes demain à Nantes au Ferrailleur, c'est ça? C'est demain, oui, demain, ouais. Oui, déjà. C'est vrai, demain, elle est passée vite. Le 13 avril, vous serez à Brest à la Carène. Le 21 avril à Brandérion dans le Morbihan dans le cadre du festival Avril en Zik. Et puis le 9 août à Quiberon, sur la scène plein air. Retour au Bercail. Il y a une date également à Rennes qui s'est calée entre temps. Voilà, le 10 mai. Voilà, Rennes, au 1988 Live Club, donc pas très loin. D'accord. Voilà, le 10 mai. Impeccable. Et Quiberon, bah oui. Et puis votre site internet qui va s'afficher dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anne Caméré, puisqu'elle a envie de vous embarquer dans l'aventure? J'ai déjà froid, parce que froid, c'est ça. On a des chaussettes. Ouais. Pas de soucis. Je crois que c'est bon, c'est parti. Okay. Ouais, je pense que c'est une bonne expérience à faire et bravo. Faut venir une remorque. Faut venir avec les guitares. Avec les guitares, tout ça. matos. Très bien, pareil. On vient, on fait ça. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe Facebook de Frédéric Abasque, une balade égale un déchet. Exactement, voilà, très bien. Voilà. Bon. Anne Caméré, puisque vous repartez justement avec les 3 fromages très bientôt, retrouvez Bob. Vous allez partir quand? Expliquez-nous un petit peu votre prochaine aventure. Alors, prochain départ, le projet s'appelle Arctic Solar by ICAD. Et l'idée, c'est de partir avec un bateau solaire, donc uniquement propulsé à l'énergie solaire,
à travers le passage du Nord-Ouest, en repartant de ce petit hameau de Tuktoyaktuk. Le fameux Donc, Tuktoyaktuk. allez saluer quand même Robert Lemeur avant de partir. Ouais. Et puis, j'espère qu'il m'enverra de bonnes ondes, parce que jusqu'à présent, il m'a permis tellement de rencontres qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystique là-dedans. Oui, Et d'arriver, donc, cheminer sur les 3000 km du parcours du passage du Nord-Ouest, arriver du côté de Pont-Inlet, donc pas loin du Groenland, et essayer de mener à bien ce projet. Pour moi, l'idée de ce petit bateau, parce qu'il ne fait que 6 mètres de long, c'est vraiment de cheminer et de raconter une histoire, parce que c'est intéressant, et un peu, voilà, dans ce côté décalé, si on veut que le grand public s'approprie aussi ce qui se passe là-haut, avec les problèmes d'environnement, c'est pas non plus à chaque fois en culpabilisant les gens, je pense qu'il faut de l'humour, il faut des petites choses qui vont faire que notre écoute va être beaucoup plus pointue qu'elle ne l'est d'habitude. Et puis c'est aussi raconter les gens là-haut, parce qu'on les oublie. On parle de l'Arctique, mais on oublie qu'il y a des gens qui y vivent, des gens qui vont être déplacés un de ces jours parce que tout ça va être submergé. Et j'ai envie de raconter leur histoire, pas la mienne. Et le bateau va servir de fil conducteur. Donc nous aussi, on a un club, si vous voulez y rentrer. Ah ben là, voilà, c'est le club des fans arctiques. Le club des fans arctiques. Voilà, le club des fans arctiques. Alors, vous avez une page Facebook ? Il y a une page qui s'appelle Arctic Solar. Pour adhérer, donc on a demandé une petite cotisation, parce qu'on aimerait beaucoup, à la fin de l'année, pouvoir remettre cette somme-là, ou une partie de la somme, à la SNSM, pour laquelle j'aime œuvrer. La SNSM, je pense qu'en Bretagne, tout le monde la connaît, Société Nationale du Sauvetage en Mer. Et une partie de la somme va être réservée à l'envoi de cartes postales que je posterai de Tuktoyaktuk pour les membres fanartiques. Si c'est pas beau, ça va. C'est joli, ça. Quand même, moi, je dis bravo. Allez. Alors, on va revenir sur le côté environnement. Votre but, là, sur la prochaine aventure, c'est de produire autant d'énergie que vous en consommez. Ça implique quoi en termes de tempo sur l'expédition ? Alors, la complexité, c'est vrai que j'ai plus beaucoup d'efforts à faire. Par contre, il va falloir que tactiquement, je sois capable de produire au moins autant que je consomme, sinon même plus, parce que j'aimerais bien pouvoir avoir une certaine autonomie. Donc le but du jeu, c'est vraiment de... Je compare souvent ça au lièvre et à la tortue, mais le but du jeu, c'est vraiment de cheminer à un rythme qui va être vraiment calculé. Partir vite veut dire que je vais consommer tout en l'espace de 2-3 heures et ça veut dire que je me retrouve encalminé, il va falloir attendre de produire. Partir trop lentement, du coup je ne suis pas crédible et puis l'hiver polaire, enfin la nuit polaire va se réinstaller. Donc c'est vraiment judicieusement dosé entre ce que je produis et ce que je consomme. Et je trouve que symboliquement là aussi il y a un message qui est assez fort. C'est magnifique. Et vous allez devoir faire face aux événements climatiques également. Hein. Mais ça vous fait pas peur, vous êtes habitué. Avec 2-3 damars, ça devrait le faire, non ? Oui, mais il en faudra quelques-uns, quelques bons équipements. Alors c'est vrai que le froid, je serai immobile, donc le froid est assez complexe à gérer. Là, je souris encore parce qu'on est bien installé, on a été bien reçus, on a eu des chouquettes, du café. Tout va bien. Mais peut-être que cet été, j'aurai un sourire un petit peu plus discret. Discret, d'accord. On vous suivra vos aventures. Évidemment, Anne Kéméré. Et puis on rappelle votre livre « L'homme qui parle juste ». Vous serez en dédicace ce samedi 24 mars à 16h à la FNAC de Rennes. Alors n'hésitez pas à aller voir cette belle personne au sourire discret. Merci. On va retrouver, si ça vous tente, l'ami Billy à la SPA de Rennes. Alors cette fois-ci, je crois qu'il a un petit chien. Allez, un dernier petit chien à adopter. Billy, où en êtes-vous ? Dites-nous tout. Alors nous voilà de retour ici donc au refuge de la SPA de Rennes. Donc nous avons changé de gabarit. Là nous avons un petit mâle, c'est ça ? Oui, un mâle. Donc il s'appelle Gibbs. Bonjour Gibbs. Donc Gibbs se présente très très bien à la caméra aujourd'hui. Bonjour. Il vous fait un petit bonjour Laurence. Donc Gibbs là on change de profil. Hein. C'est un chien qui est un peu plus sportif. Un peu plus sportif, même très sportif. C'est vrai que son idéal ce serait d'avoir une famille qui fait du sport. Par exemple, c'est vraiment le chien idéal pour accompagner pour un petit jogging. Ok. Après c'est un chien qui est adorable, qui peut vivre avec des enfants sans souci. Donc il aime le câlin apparemment. Oui, il est très très câlin, voire même pot de colle. C'est un chien par contre qui n'apprécie pas trop ses congénères, donc il faudra mieux qu'il soit tout seul à la maison. Donc chien exclusif, on veut juste une maison avec des enfants pour jouer au football l'après-midi. Donc ce petit Gibbs, et apparemment donc c'est un chien sportif. Donc c'est un mélange de chiens. Alors je viens d'adopter ce chien là à la SPA et puis je me rends compte que j'ai des petits problèmes de comportement. Donc du coup, est-ce que je suis tout seul ou est-ce que vous me filez un petit coup de main ? Non, on ne vous abandonne pas bien sûr après l'adoption. Ça c'est important justement pour nous de vous guider et de faire en sorte que l'animal s'adapte au mieux. Et du coup, on offre des cours d'éducation après l'adoption justement pour aider les nouveaux propriétaires. D'accord.
Donc a priori Gibbs, la seule chose qu'il ait besoin, c'est de trouver une petite famille sympathique, de sportifs. Si j'ai des soucis avec mes chiens, et ben voilà, la leçon à retenir, c'est que je ne suis pas laissé comme ça à l'abandon complètement. Donc voilà Laurence, là je crois qu'on a trouvé vraiment le petit bonhomme idéal pour la maison qu'on lui trouvera aujourd'hui, j'espère, ici à Rennes. Bon après-midi à tout le monde et puis à très bientôt. À très bientôt, Billy. Merci beaucoup. Il y a des candidats à l'adoption, là Pas mal, j'aime bien. Bah, ça y est, là, je crois que c'est bon. On y va après, on va le prendre. Ouais, bah ça y est. Ok, il a trouvé, ça y est. Ça fera 3 fromages et un hot dog. 3 fromages et un hot dog. Elle est trop forte. Alors, comme je vois qu'il y a du niveau sur ce plateau, c'est maintenant l'heure de recevoir notre amie Catherine Bossard. Vous allez voir, là aussi, il y a du niveau. Elle va le faire, le débriefing de cette émission. Et elle nous rejoint de ce pas. Enfin, de ce pas, en courant même. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une banane, ma chère Catherine. Oui, bonjour. Car je suis Fanfan, la fée du service public télévisuel régional. Bonjour à tous. Bonjour Anne. Anne, je connais déjà. Vous savez que ce sont des collègues à moi qui vous ont donné un poignard à Touk-Touyatouk pour vous protéger des ours. Ah bah oui, et qui vous ont emmené vers la tombe du père Lemeur. Hein. Ah voilà, on pense que ce sont des gens, mais nous les fées, nous sommes partout. Voilà. Et d'ailleurs, vous m'auriez demandé, je vous aurais appris à parler l'inuktut et le danois. Il suffisait de demander. Voilà, donc voilà, d'un coup de banane magique, je vous fais parler le danois. Voilà, essayez pour voir. Alors, on va voir si ça marche. Attention. C'est parfait. Ah, parle le danois. C'est impressionnant. Impressionnant. Et comme vous l'avez compris, c'est que vous le parlez couramment également. Voilà, c'est magique. Et avec moi, donc, je vous disais, il y a des collègues, mais il y a aussi Lily, la fée du logis. Il y a Billy, la fée du duplex. Il y a forcément Malolotte, hein, la fée du matin. Alors attention, par contre, quand on parle d'animaux, quand le père Lemeur essaye de vous refourguer des chats, n'est pas Billy qui veut, hein, il se peut que ce soit des lions. Je vous laisse regarder l'émission en replay, vous verrez que ça peut être dangereux. Il y a aussi Fréfré, la fée du littoral, qu'on a vu tout à l'heure, et grâce à qui le littoral devient beaucoup plus beau, bien sûr. Et puis les copains, les 3 fromages, hein, grâce à qui il y a un peu de bonne humeur. Mais il y a aussi Lulu, la fée des luttes. Alors attention, elle a du boulot. Hein. Il va falloir l'aider parce que, notamment, le droit à l'égalité et le droit à disposer de son corps, notamment, ça se fait pas comme un coup de baguette magique. Donc il faut participer à l'effort aussi. Et puis surtout, la lutte pour les retraites, hein, pour Caline. Et puis pour Gibbs et puis pour Coca, voilà, n'hésitez pas à leur offrir un petit coin de... Je crois que Gibbs, c'est fini. Vous l'adoptez. Enfin, vous pouvez quand même appeler la SPA. Et puis n'hésitez pas, il faut tous ensemble aider la banane magique et puis donner un peu de bonheur à ces gens-là. Bon, voilà. Je peux la piquer, votre banane magique? Oui, vous savez bien quoi? sûr. On va la donner aux 3 fromages. Allez. Je suis sûre qu'ils vont nous faire un petit morceau avec ça. Oui. Je suis sûre. A cappella, Allez, un c'est petit le batteur. bout. Non, c'est bon. Non, même pas 2. Oh, même pas 2 mots. Bon, votre souhait, vous, si vous deviez utiliser la banane magique, ce serait quoi? De jouer aux États-Unis, je pense. En première partie de Goldman. Je pense que c'est pas mal, c'est un bon choix. C'est fait. Oh là là, et là on s'en veut. Bon, bah c'est bon, vous vous envolez. Sur le retour de l'Arctique. On nous déposera aux États-Unis. Est-ce que je peux devenir choriste? Bien sûr. Je pense que c'est bien moyen. On préfère y aller en avion qu'en bateau. Oui, on y va par bateau, par contre. Merci beaucoup à tous. Merci les 3 fromages d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment. Ouais, on peut les applaudir. Merci beaucoup à Kéméré. Merci ma fée du matin. Demain, vendredi, si vous êtes fan de la série La Petite Maison dans la Prairie, eh bien, ça va être un grand jour. Nous recevrons celle qui incarnait la méchante Nelly Olson. Si, dans la... Mais oui, sérieux, mais si. Mais je reviens. Allez, demain, ok, je vous veux tous avec moi. Dans la vraie vie, cette américaine s'appelle Alison Ann Grimm et elle se produira ce week-end en Bretagne avec son acolyte Patrick Loubatière dans un spectacle intitulé La Malle au trésor de Nelly Olson. Et oui, elle sera demain avec nous. Elle nous en revenait pas. Trop bien. C'est la magie de la banane. C'est la magie de la banane magique. Moi, je vais conclure avec la banane magique. Hop, c'est parti. Merci infiniment à tous. Merci téléspectateurs d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un joli moment. N'hésitez pas, suivez-nous sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Vos questions, vos réactions, c'est tous les jours. Et demain, alors là, ça va être le jour J. Belle journée.